Là où les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. J'ai dit merci, au revoir, j'ai littéralement pété un plomb. Clairement, on est bien en foutage de gueule, on est vraiment bien. Hello la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va une fois plus parler d'expatriation aux États-Unis, mais on va parler de la green card. Donc je vais vous raconter tout simplement mon périple pour pouvoir obtenir cette fameuse green card. Donc si tu n'as pas regardé les précédentes vidéos, j'ai fait une série de 4 vidéos où j'explique exactement quel process que j'ai mis en place, quel a été mon parcours pour obtenir finalement la green card. Et je t'invite à aller regarder ces 4 vidéos avant de regarder celle-ci pour que tu comprennes exactement comment ça s'est fait et comment ça pourra t'aider toi aussi si tu veux obtenir la green card. Alors, si tu as suivi la dernière vidéo, j'expliquais un peu que j'avais envoyé cette fameuse green card par le biais d'avocats. Et finalement, j'avais obtenu un premier refus puisqu'il me manquait des éléments. Par la suite, j'ai renvoyé une fois de plus cette green card et j'ai encore obtenu un refus. Okay, donc on a vraiment mis en place avec les avocats tout ce qu'on pensait et qu'on jugeait bon pour pouvoir obtenir la green card. Et voilà que ça ne passait pas. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le deuxième envoi de la green card, c'était assez particulier parce qu'on a mis du cœur à l'ouvrage, on a mis plein d'éléments. Même moi, j'ai essayé de pousser du mieux que je pouvais pour être sûr que cette fois-ci, ça passe. On a obtenu une request for evidence, donc des demandes de preuves supplémentaires. Et évidemment, malgré ça, ce n'était pas suffisant pour les officiers d'immigration. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, OK, suite à la request for evidence, ils ont dit, OK, d'accord. Vous avez complété les 3 critères. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais nous estimons que vous n'êtes pas extraordinaire. Du coup, quand il a dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Il a dit, effectivement, il y a des footballeurs professionnels, des joueurs de basket professionnels et tous ces gens-là, et pour autant, ils n'exercent plus. Donc, ils ne sont pas extraordinaires. Donc, s'ils ne sont pas extraordinaires, mais malgré tout, ils ont accompli des choses à l'échelle mondiale, c'est qu'ils sont bien quelque part, ils sont bien dans une case où les pays vont reconnaître le travail qu'ils ont effectué. Donc forcément, quand les avocats m'ont dit ça, j'ai commencé à faire mes recherches. J'ai commencé à faire mes recherches pour mieux comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et dans ces recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, je postulais pour une green card EB1A et j'ai découvert que je pouvais postuler pour une autre green card. Effectivement, j'avais postulé pour extraordinaire, mais il y avait une petite subtilité, c'est qu'il y avait aussi une green card avec la mention exceptionnelle. Et c'est là où les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Donc, la green card avec la fameuse mention exceptionnelle, ça veut dire que le niveau qu'il demande est un peu moins élevé que extraordinaire. Donc extraordinaire, ça demande vraiment peut-être de pousser un peu plus les choses. Donc là, t'imagines, je tombe sur ça, je suis hyper content et je me dis, OK, là, il faut que j'en parle aux avocates. J'ai trouvé le truc, c'est exceptionnel. Mais déjà là, ça me met la puce à l'oreille. Je me suis dit, attends, on a déjà envoyé une première demande de green card sans succès. Et on a envoyé la deuxième demande sans succès. Donc là, techniquement, déjà, dès la première demande où on a eu ce fameux refus, elles auraient dû me dire, bon, Xavier, on a cette green card qui demande peut-être un peu moins d'efforts, parce que l'officier d'immigration, il va être un peu plus indulgent avec les critères. Peut-être qu'on devrait partir sur ça, puisque finalement, ton dossier, il est intéressant. Et étant donné qu'il va être un peu moins touchy avec les critères, ce sera plus simple pour toi de l'obtenir. Mais malheureusement, je n'ai pas eu du tout ce retour. Je n'ai pas eu ce retour, mais je me dis, bon, ça arrive, on était tellement dedans qu'on voulait absolument l'avoir. Et puis, il faut se dire aussi une chose, avoir cette green card EB1A, c'est quand même un bel accomplissement parce que ça veut dire qu'on est quand même reconnu par les États-Unis, qu'on apporte vraiment notre pierre à l'édifice et qu'on est extraordinaire dans notre domaine. Donc, il y a tous ces éléments-là qui jouent. Je me dis, bon, mais si on peut avoir ça, mais même pour moi, c'est aussi une façon de marquer au fer tout ce que j'ai pu faire depuis ces nombreuses années et que ce soit reconnu. Donc, l'un dans l'autre, c'est tout bénef. Donc, t'imagines un petit peu l'état d'esprit. Donc, je me dis, bon, c'est peut-être normal qu'elle n'y ait pas pensé. Et je soumets mon idée, en pensant encore une fois que mon idée reste une idée intéressante. Et là, les avocates me disent, bon, Xavier, franchement, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que ça va nous faire rentrer dans beaucoup de choses. Et ça ne veut pas dire pour autant que ça va fonctionner,
Donc, en gros, c'est même pas la peine de rentrer dedans. Maintenant, tu dis ça à Xavier. T'imagines bien que Xavier, il a déjà fait toutes ses recherches, il a creusé, et je sens quand même que ce qu'elles sont en train de m'annoncer, c'est pas du tout ce que je vis. Mais je me dis, après tout, ça reste des professionnels, et je pars toujours de ce principe, quand on fait face à des professionnels, ben, il faut écouter. Mais il faut écouter dans une certaine mesure. Parce que parfois, les professionnels ont beaucoup de dossiers, et comme les professionnels ont beaucoup de dossiers, eh bien, ils vont favoriser les autres dossiers les plus simples. Donc bref, tu l'auras compris, on continue la conversation. Je dis, bon, je sens que la conversation arrive à la fin, avec oui, bon, on a tout essayé. Et je dis, bah du coup, qu'est-ce qui se passe Et là, elles me disent, bah, on peut essayer de renouveler le visa O finalement. Et comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, si je renouvelle, c'est pour une année supplémentaire. Donc chaque année, je vais avoir ce stress de me dire, ok, est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je pourrais rester? Donc ça, je ne veux pas en fait. Et ça, je n'ai jamais voulu vivre comme ça. Donc ça n'allait pas commencer. Et là, je dis, bon, bah, d'accord, mis à part le visa, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et là, c'est le moment où j'ai littéralement pété un plomb. Elles me disent, bon, bah, il faut jouer à la loterie. Hein. Comme ça, ce sera un moyen pour toi d'obtenir la green card. Et je dis, jouer à la loterie? Elles me disent, oui, bah, il y a plein de gens qui l'ont eu comme ça. Bah, ça peut marcher si tu joues à la loterie. Et là, je suis en mode, mais attends. Ça peut être du foutage de gueule, ça. Clairement, on est bien en foutage de gueule, on est vraiment bien. Et à ce moment-là, je me dis non. Elle peut me dire autre chose. Elle peut me dire, bon, écoute, sincèrement, j'ai pas les solutions, je ne sais pas quoi te proposer d'autre, mais ne me dis pas de jouer à la loterie. On a dépensé plein d'argent, je étais consciente que clairement, mon dossier, c'est un dossier solide, c'est toi-même qui me le dis. Et ensuite, tu me dis, bah, joue à la loterie, si tu l'as pas, la vie, c'est la vie. Et en plus, elle rajoute un truc en mode mais sinon, moi, je suis d'avis à emmener cette affaire en justice parce que je pense que tu peux tirer ton épingle du jeu. J'ai dit merci, au revoir, et je me suis dit, ok, Xavier, si c'est pour avoir ce genre de proposition, tu peux envoyer ton dossier toi-même. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Donc évidemment, j'ai commencé à faire des recherches de différentes personnes qui ont envoyé leur dossier eux-mêmes, et il y avait quand même pas mal de personnes dans le même cas que moi, qui ont envoyé leur dossier. Et tu sais quoi? Parmi ces personnes, il y a des gens qui témoignaient, qui disaient, les avocats me disaient que je ne devais pas postuler pour cette green card, que je ne l'aurais jamais. Et vous savez quoi? J'ai eu ma green card. Et c'est tout ce que je ne devais pas lire. À partir de là, j'en ai fait une obsession et j'ai commencé à me concentrer sur ce fameux dossier. En me concentrant sur mon dossier, j'ai commencé à comprendre un petit peu qu'est-ce que l'USCIS attendait de moi, qu'est-ce que les officiers attendaient de moi. Et je me suis aussi rendu compte d'une chose, eh bien, ils n'étaient pas si méchants que ça. Ces officiers, en fait, ils attendaient des choses et c'était clair et précis. Par exemple, j'avais tendance un petit peu à mélanger un peu tout ce que j'avais fait. Donc, j'essayais de mettre le fait que j'avais investi dans l'immobilier, j'essayais de mettre aussi le fait d'accompagner les gens à l'investissement immobilier, le fait d'avoir investi dans des startups, enfin, je mélangeais tout. Et l'officier d'immigration attendait juste une chose de moi, de prouver quel était le domaine dans lequel j'étais extraordinaire. Et à partir de là, eh bien, dis-toi que la lumière s'est allumée. Je me suis dit, ah ben en fait, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai donné toutes les infos possibles et inimaginables aux avocates en leur disant, bon voilà, je vous ai tout donné, toutes les informations que j'ai sur moi. Ben en fait, le truc, c'est qu'au lieu de travailler le dossier de façon à ce que l'officier d'immigration puisse bien comprendre mon domaine d'expertise, elles ont essayé de tout caser. Donc en fait, c'est un espèce de grand bazar où c'est lui-même qui devait piocher les pièces qui l'intéressaient pour savoir si j'étais extraordinaire dans mon domaine. Et ça, c'est assez marrant puisque même moi, je me suis retrouvé à chercher des preuves, puisqu'il faut mettre des preuves en certains moments de tout ce que vous avez fait. Je me suis retrouvé à chercher des preuves qui n'étaient pas bien classées. Donc en fait, le dossier, il était vraiment brouillon. Donc j'imagine que ce pauvre monsieur, quand il a étudié mon dossier, le casse-tête chinois que ça a dû être pour lui, d'aller chercher des pièces, d'essayer de comprendre. Et je me suis aussi rendu compte d'une chose, étant donné que j'avais déjà eu un premier refus avec une request for evidence, eh bien, je me suis rendu compte que ce deuxième a vraiment voulu m'aider et a vraiment dit, bah, écoute Xavier, tu dis que tu fais ça, mais je ne comprends pas pourquoi tu rajoutes ça derrière. Tu dis que tu fais ça, mais en même temps, tu dis que tu fais ça. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais exactement? Il m'a donné tellement d'éléments qui me montraient tout simplement qu'il voulait m'aider, mais qu'il ne pouvait pas me dire « Ok, tu es extraordinaire parce que tu as fait 10 millions de choses en même temps. » Et c'était totalement logique. Et c'est à partir de là que je me suis dit clairement, en fait, c'est pas parce que tu payes un avocat que le travail est bien fait. Donc là, j'ai vraiment commencé à creuser, j'ai commencé à apporter encore plus de preuves. J'ai constitué finalement ce dossier de façon à ce que ce soit très simple à la lecture pour lui. Quand il cherchait une preuve, eh bien,
il y avait déjà le petit astérisque qui pouvait dire à la page 30, il y a telle preuve. Tout était bien fait, tout était bien quadrillé. Donc ça reste quand même un très gros dossier finalement, mais tout était quadrillé, tout était clair. Je me suis dit, je vais préparer le dossier et je vais le préparer de façon à ce que le mec le plus flemmard du monde, il prenne plaisir à lire ce dossier. Donc il faut savoir que je suis quelqu'un, quand quelque chose me saoule, dès les premières lignes, je peux vite lâcher l'affaire parce que je déteste quand tout est un peu embrouillon. Par contre, quand c'est bien fait, alors je vais au bout des choses. Et je me suis dit, s'il est comme moi, je veux vraiment lui donner ce sentiment d'aller étudier mon dossier jusqu'au bout et de lui prouver que je suis quelqu'un d'extraordinaire dans mon domaine. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris le temps de constituer le dossier. Je me suis rendu compte que finalement, dans ce qui avait été écrit, même les avocats n'avaient pas vraiment compris ce que je faisais. Donc, elles avaient mis tant bien que mal des preuves. Je ne dis pas qu'il n'y avait rien de bon. Je dis sincèrement qu'il y avait des choses intéressantes, mais que mon domaine d'expertise n'a pas été bien compris. Donc, il y avait un mix de choses qui n'allaient pas finalement, ce qui pose problème. Donc, du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre confiance en moi sur ce dossier. Donc, effectivement, moi, je ne suis pas avocat, mais là, j'ai pris cette confiance en me disant, OK, là, je vais envoyer mon dossier. Donc, alors, ça, c'est pas un dossier que j'ai fait seul, c'est un dossier que j'ai fait avec ma femme. Nous étions deux dessus. Elle se chargeait vraiment de faire la partie rédaction. Et moi, j'étais en mode inspecteur des travaux finis, le gros relou qui relie et qui veut mettre un zéro à tout moment. Pourquoi? Parce que moi, comme je te l'ai dit juste avant, j'ai tendance à perdre patience très vite. Donc, on regarde le dossier. On s'est aidé aussi de ChatGPT pour qu'il nous aide à mieux structurer les phrases. Et ça, les amis, clairement, c'est un outil de malade. Et c'est à ce moment précis. Donc, je savais que les intelligences artificielles étaient énormes, mais là, je me suis rendu compte de la force des intelligences artificielles. Vous avez un outil, donc moi j'ai la version payante, donc c'est une vingtaine d'euros, ça coûte que dalle, mais un outil tellement puissant, et on échangeait avec finalement ChatGPT, comme si c'était un officier d'immigration, et lui-même il nous posait des questions en mode ouais, mais tu as dit ça, mais ça et ça va pas ensemble. On est là, ah ouais, bien vu, ok. Et du coup, on a commencé à améliorer notre dossier, à apporter tout ce qu'il y avait à apporter. On a découvert énormément de choses. On a découvert même des choses, à mon avis, pas que les avocates ne connaissaient pas ces choses-là, c'est juste qu'elles n'y pensent pas forcément. Et tous ces trucs-là, on les a découverts et on les a utilisés pour nous. Donc, notamment, je parle de ça, c'est l'affidavit. L'affidavit, c'est quoi en fait? C'est la possibilité d'avoir une lettre, mais certifiée par un notaire. Par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre domaine d'expertise qui fait une lettre, et cette lettre a pour but de dire que, OK, moi, je reconnais que monsieur ou madame Intel a un putain de potentiel dans son domaine. J'espère qu'il ne va pas mettre putain sur la lettre, mais en tout cas, que cette personne a un potentiel de fou dans son domaine. Et franchement, cette personne a développé ça, c'était le premier, ou cette personne a développé ça, ça a révolutionné le domaine, peu importe. Une lettre qui va vraiment mettre en avant vos forces et qui va appuyer clairement votre dossier. Mais l'affidavit va permettre tout simplement de dire, OK, maintenant que vous avez écrit ça, vous allez prêter serment devant un notaire. Donc, ils vont vous faire jurer et tout. Je jure que les informations sont exactes, je certifie, etc. Donc, c'est un vrai truc. Et ça appuie votre dossier. Donc, vous avez la possibilité de faire ces mêmes lettres, mais de façon totalement libre, donc pas d'affidavit dessus. Mais la petite problématique de faire ça, finalement, c'est qu'elles n'ont pas le même poids. Le simple fait d'avoir quelque chose de hyper bien quadrillé avec le cachet du notaire qui dit « Ok, bon là, c'est quelqu'un qui s'est engagé réellement devant la loi », ça fait toute la différence. Et ça, par exemple, les avocats n'y ont pas pensé. Donc, il y a eu pas mal de choses comme ça. Et ce sont ces choses qui, clairement, auraient pu faire la différence sur le dossier. Alors, il y a la façon aussi de formuler, il y a plein d'autres choses. Mais à ce stade des choses, on veut mettre toutes les chances de notre côté pour réussir notre dossier quand on envoie la green card. Donc voilà comment j'ai fait pour envoyer mon dossier par mes propres moyens. Et tu vois, je veux vraiment insister sur une chose. Ne laisse personne te dire que ce que tu veux faire, ce n'est pas possible. Si tu te donnes les moyens, tu verras que c'est possible. Si tu souhaites envoyer aussi ton dossier par tes propres moyens, et que tu souhaites t'expatrier aux États-Unis par le biais d'une green card EB1A, donc extraordinaire, donc en passant par le processus du visa O, j'ai fait une formation complète pour que tu puisses tout faire par tes propres moyens. Donc, tu vas trouver tous les éléments dans la description de cette vidéo et tu auras aussi un petit guide sur l'expatriation aux États-Unis. Tu peux démarrer de façon beaucoup plus douce. Donc, par exemple, dans mon cas, avec un visa B1, B2, business et touriste. Et ça peut t'aider à y voir un peu plus clair
voir si c'est vraiment un endroit où tu souhaites t'expatrier. Il y a vraiment toutes les informations dans la description et je ne vais pas tarder à arrêter cette vidéo puisque le temps devient très moche. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires. Partage-moi ton expérience si tu as essayé déjà d'envoyer un dossier. Si tu as des questions, pose-moi tes questions dans les commentaires. Surtout, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche, c'est très important. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'expatriation. C'était Xavier. Ciao!